Merci Kevin. Effectivement, on va parler là pendant une petite heure et demie du rapport entre théâtre et tube musical. Alors ça peut être étrange de choisir un tel sujet, voire un peu dérisoire, pour deux raisons. Premièrement, c'est que le tube, c'est quelque chose de tout à fait subjectif, qu'on ne partage pas tous les mêmes tubes, et en général c'est quelque chose d'ailleurs qu'on ne va pas avouer complètement, c'est un truc qu'on chante dans sa voiture à tue-tête ou sous la douche. Et deuxième chose, c'est que ça semble être une toute petite porte d'entrée, une lucarne dans la pratique théâtrale contemporaine. Et pourtant, il me semble que c'est une bonne lucarne qu'on peut emprunter pour trois raisons. La première, c'est que parler de tube et théâtre, c'est parler d'une rencontre entre un phénomène de culture populaire, de culture de masse, la chanson populaire, et un divertissement anciennement de masse, qui est le théâtre. Et qui est souvent, à tort, je pense, taxé aujourd'hui d'élitisme, de repli sur soi, où le théâtre serait désormais un divertissement pour abonnés aux propositions obscures. Or, quand un tube fait irruption sur une scène, sur cette scène qui serait soi-disant hermétique, ça invite à s'interroger ce qu'il en est du théâtre comme divertissement. Deuxième raison, c'est que le rapport entre tube et théâtre interroge la façon dont les praticiens sur scène imaginent leur public, ce qu'ils espèrent trouver ou retrouver dans la salle et les gens qu'ils veulent faire venir dans la salle. Et puis, troisième raison, c'est faire advenir quelque chose qui vient de l'extérieur de la salle. Et donc, ça interroge la question du rapport entre théâtre et cité, entre théâtre et société, et la culture qui entoure l'espace théâtral. Donc, c'est tout ça qu'on voudrait interroger tous les deux là avec vous dans cette petite heure. Alors, ça va se dérouler de la façon suivante. Je vais commencer par un temps de définition et d'histoire très rapide. Je vais survoler les rapports entre théâtre et musique. Et puis, on va échanger avec Eugénie, qui dirige une compagnie qui s'appelle La Taille de mon âme et qui a monté un spectacle qui s'appelle La mécanique des émotions, qui travaille sur un deuxième spectacle qui se nomme La bande originale de nos vies et dans lesquelles le tube prend une place tout à fait importante. Donc on discutera dans ce deuxième temps de sa pratique théâtrale et de l'utilisation des tubes dans ses mises en scène. Mais donc avant ça, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de tube. Donc, je vous propose un petit temps de définition. Qu'est-ce qu'on entend par tube ? Je crois qu'on peut tirer 5 traits caractéristiques. Premièrement, un tube, c'est un morceau bien construit. Selon le compositeur et le collaborateur de Joël Pomera, qui s'appelle Antonin Lesmarie, un tube, c'est une chanson qui est bien écrite, qui est bien structurée, qui est efficace musicalement et qui est facilement mémorisable. Le tout pour atteindre un large public. Donc ça demande une mélodie accrocheuse, ça demande de prendre un format qui s'adapte au code de la musique populaire, avec un paradoxe, c'est que un morceau facilement mémorisable n'est pas forcément un bon morceau, et on peut considérer, comme il le dit, que certains tubes sont, je le cite, dégueulasses. Deuxième caractéristique, un tube est un morceau qui est massivement diffusé. En fait, le succès d'un tube, c'est aussi parce qu'il repose, en grande partie sur les médias et sur l'industrie musicale qui peuvent assurer une exposition répétée de ce morceau par la radio, par la télévision ou les plateformes. Donc le matraquage médiatique, les stratégies de promotion sont des éléments fondamentaux dans la naissance d'un tube, ce qui revient à dire qu'un morceau devient un tube pas forcément, je le répète, pour sa qualité, pour la qualité du morceau en lui-même. Mais, deuxième paradoxe, en général, un tube qu'on écoute, qu'on aime, ne peut pas être vraiment un mauvais morceau. Donc on finit par trouver bon un morceau un peu sale.
Si on est rentré dans ce tube, c'est pour une bonne raison. On en parlait tout à l'heure, de ces petits plaisirs honteux de tube. On en trouvait deux. C'était la chanson de Michael Youn, Kurokukus Tash Tash. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ou alors Les démons de minuit. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas forcément de grande qualité et qui pourtant fait qu'on l'aime un petit peu. Ce qui mène à la troisième caractéristique du tube, c'est que le tube porte une charge émotionnelle au-delà de sa qualité. Il se distingue par sa capacité à marquer les esprits. Il est associé à une époque, à des souvenirs, à des événements personnels ou collectifs. Et donc, il s'ancre dans une mémoire émotionnelle qu'on pourrait comparer à une odeur, une couleur, qui va évoquer instantanément des éléments du passé. Ce phénomène mémoriel est renforcé par des éléments distinctifs qu'on va retrouver dans le morceau, comme un break de batterie, comme un sample, la prononciation particulière d'un mot. Alors, je vous propose deux exemples. Le All the Single Ladies de Beyoncé, il suffit d'entendre le rythme pour qu'il y ait toute la charge qui vient et on se revoit en train de danser en sueur et un peu ivre. Ou deuxième exemple, par exemple, le sample d'ABBA tiré de Gimme 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 que vous retrouvez par exemple dans le morceau de Madonna, Hung Up. Alors, je m'arrête un instant sur ce sample. Ce qui est intéressant dans le Hung Up, c'est que Madonna prend un tube de la fin des années 70 pour composer un morceau qui lui-même va devenir un tube. Donc il y a comme un effet de recyclage qui joue à la fois sur la mémoire de l'auditeur, on reconnaît ABBA, et qui décale cette mémoire dans le temps présent, qui fait qu'on va associer ce souvenir à une nouvelle icône pop, Madonna, ce qui renforce l'impact dans les esprits. Quatrième caractéristique, c'est justement l'impact et l'énergie physique que produit un tube. Un tube ne se contente pas d'être entendu, il va générer très souvent une réponse physique et psychique. Il peut inciter à la danse, il peut provoquer des frissons. Par exemple, si on prend le break de batterie de We Will Rock You de Queen. En fait, il suffit de le faire, je ne le ferai pas, mais vous l'avez tous en tête, et il suffit de l'entendre pour qu'on ait envie de lever les mains, de battre la mesure, d'être ensemble et, voilà, et d'être à l'unisson. Et je commence à en venir à notre sujet, c'est que c'est un phénomène particulièrement intéressant dans le spectacle vivant, c'est-à-dire l'emploi d'un tube va permettre à ceux qui sont sur scène, aux acteurs, de canaliser une énergie intense, de mobiliser les corps qui vont être emportés immédiatement par le morceau, et donc d'inviter à une expérience immersive, collective. Ce qui me mène à la dernière et cinquième caractéristique, c'est que le tube possède une dimension socio-culturelle qui en fait un repère collectif. Une chanson est immédiatement reconnaissable par une communauté d'auditeurs, et cet effet de reconnaissance permet d'unifier cette communauté, de la recomposer immédiatement dans l'adhésion à ce morceau. C'est ce que me disait Kevin quand je parlais avec lui sur le tube. Il parlait de surface référentielle commune qui va relier les artistes et le public au sein d'un même univers. Voilà donc ce qui me semble utile de garder en tête quand on parle d'un tube. C'est un morceau bien construit, massivement diffusé, qui marque les esprits, qui réveille les corps et qui crée un espace commun pour tous ceux qui l'entendent. Et donc, c'est pour ça qu'il est particulièrement efficace sur une scène de théâtre. Mais ce n'est pas forcément une nouveauté. Théâtre et musique forment un très beau duo depuis toujours. Et donc, je vais m'arrêter un instant sur quelques repères de relations entre théâtre et musique. Pour rappeler que depuis presque toujours, en fait, il y a de la musique au théâtre. Si on va aussi loin qu'on puisse aller en Occident dans l'Antiquité, en fait, que ce soit à Athènes ou Rome, les spectacles mêlent paroles, chants, musique. Alors, on a tous en tête les tragédies athéniennes qui comportent des parties chantées par les chœurs, souvent accompagnées par l'aulos, donc une espèce d'instrument en bois proche, si je me souviens bien, du hautbois. Et
j'en profite pour faire un petit point sur les tragédies athéniennes et la façon dont on les reçoit aujourd'hui. Sous l'influence de la poétique d'Aristote, qui, vous le savez, s'est beaucoup intéressé aux tragédies athéniennes, on retient l'idée que dans ces tragédies, le plus important, c'est les parties dialoguées, c'est le texte. Et on aborde très souvent, que ce soit en tant que lecteur ou spectateur, on aborde avec circonspection les parties chantées, au prétexte qu'elles sont souvent dramatiquement assez faibles, et on ne sait pas quoi en faire. Pourtant, de nombreux chercheurs, notamment Florence Dupont, ont montré que ce sont justement ces parties du chœur qui sont les plus attendues à Athènes. Et ce sont celles qui structurent ces tragédies. Pourquoi ? Parce qu'elles vont éveiller les émotions des spectateurs, et ce sont elles qui vont tirer les larmes. Et il faut en fait penser les tragédies athéniennes, alors là je caricature, mais vraiment comme des formes d'opéra, où les parties dialoguées sont l'équivalent des petits intermèdes qu'on a dans les opéras, qui sont souvent finalement assez inintéressants à l'opéra et qui nous permettent d'introduire l'air. Ou mieux, les tragédies athéniennes se rapprochent de ce que peut être aujourd'hui une comédie musicale, telle qu'on peut la trouver à Londres ou à New York, où les moments parlés ne sont là que pour tisser des liens entre les moments chantés. Donc, tout ça pour vous dire que dès les premiers temps du théâtre occidental qu'on connaît, musique et spectacle ne sont pas séparés, mais au contraire sont interconnectés. Et ce rapport entre musique et théâtre se retrouve tout au long de l'histoire théâtrale occidentale, et même quand on pense au XVIIe siècle, qui en France est considéré comme l'âge d'or du théâtre, il faut bien penser qu'on ne peut pas envisager un spectacle sans musique. On peut, par exemple, pour cela, regarder les registres de Lagrange. Je ne sais pas si vous voyez, donc Lagrange étant un peu le régisseur de Molière et de sa compagnie, et donc qui a tenu les registres de dépenses et de recettes de sa troupe. On voit que les violons sont toujours loués de façon permanente dans les spectacles. Alors, ce n'est pas exclusif à Molière. Tout le théâtre français, et même anglais, est musical. On peut penser aux comédies-ballets, on peut penser aux collaborations avec Lully. Et ce rapport, ce duo théâtre-musique va s'intensifier au milieu du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe, avec l'implantation progressive de l'opéra dans l'univers culturel, que ce soit en France avec Lully, Quinault, ou en Angleterre avec Purcell, par exemple. Et en Italie, bien sûr. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, il y a une forme qui va nous rapprocher du tube, une forme qui naît sur les scènes théâtrales, c'est ce qu'on appelle le vaudeville. Au XVIIIe, le vaudeville, ce n'est pas le genre théâtral. C'est en fait un procédé musical qui consiste à reprendre des airs connus, à changer les paroles et à l'insérer dans un spectacle. D'une certaine manière, je reviens, c'est un peu ce que fait Madonna avec ABBA. Elle fait du vaudeville. Elle reprend un air et puis elle modifie les paroles. Pour l'anecdote, c'est simplement qu'on arrive à un moment en France où il y a des théâtres subventionnés et où ces théâtres subventionnés sont cantonnés à un genre particulier. L'opéra doit faire des musiques nouvelles, et puis vous avez à côté, par exemple, l'opéra comique, qui, lui, doit reprendre des spectacles où il n'y a pas d'invention musicale. Et donc le vaudeville est là pour justement prendre un air que tout le monde a entendu et faire venir cet air pour un public qui ne peut pas forcément se payer les places à l'opéra. Et on va simplement changer les paroles, avec des jeux, bien sûr, de détournement, de parodie. Et pour que tout le monde puisse chanter ensemble, il était fréquent que sur les scènes du vaudeville, quand l'air commence, tout le monde est très content, on ne sait pas les nouvelles paroles, donc on mettait les paroles en pancarte sur les côtés de la scène pour que le public puisse chanter en chœur ces nouvelles paroles. Donc, vous voyez que l'apparition du vaudeville fait maintenant de la musique un point de ralliement culturel
qui permet où on reprend justement véritablement des tubes qu'on va modifier. Au XIXe siècle, le vaudeville devient un genre théâtral à part entière, ces comédies légères qui sont entrecoupées de chansons, et en parallèle, la chanson populaire devient un élément central du divertissement de masse, avec l'apparition des cafés-concerts, des music-halls et des spectacles comiques. Et ces airs de vaudeville deviennent à leur tour des tubes. Et ils sont fredonnés par le public bien au-delà du théâtre, dans la rue, et donc ça devient un moyen de circulation sociale qui renforce la construction d'une mémoire collective. Et j'en viens à l'époque contemporaine, où la frontière entre théâtre et musique se brouille de plus en plus, et avec l'apparition d'un genre à part entière, dont je vous parlais au début, qui est la comédie musicale, qui est donc un genre anglo-saxon qui va s'inspirer des formes européennes et qui va les mélanger à la mode du music-hall. Et la comédie musicale a ceci de particulier qu'elle produit des morceaux qui deviennent des tubes sur la scène du théâtre. C'est peut-être ça la nouveauté de la comédie musicale, c'est que vraiment maintenant c'est la scène théâtrale qui produit des tubes. On peut classer deux types de comédie musicale. La comédie musicale qui va mettre en scène des tubes de l'extérieur, donc ça c'est par exemple Mamma Mia, toujours Rabat, ou Le Roi Lion. Et puis la comédie musicale qui, elle, va générer des tubes, qui va les inventer. Je vous propose par exemple La Mélodie du Bonheur, Les Misérables, West Side Story, où on finit par chanter ces tubes-là qui viennent du théâtre. Mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est quand le tube intervient dans des spectacles qui ne sont pas musicaux. Et là, on note depuis une quarantaine d'années la démultiplication de cet usage du tube sur les scènes théâtrales. Je vous propose 3 exemples avant de rentrer en détail avec Eugénie sur la pratique. Premier exemple, le plus ancien, c'est ce qu'a pu faire quelqu'un comme Patrice Chéreau dans son spectacle Dans la solitude des champs de coton. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je crois qu'il est accessible sur YouTube. Il y a une captation sur YouTube où, donc vous le savez peut-être, le spectacle était en bifrontal et vous aviez les deux personnages de la solitude, le dealer et le client, qui s'opposent et qui ne cessent de se tourner comme dans une arène. Et puis au milieu du spectacle, Chéreau avait inséré le tube Karma Coma de Massive Attack. Et c'était un moment où les personnages cessaient de se battre par la parole et commençaient à s'échauffer comme s'ils allaient faire un sport de combat et finalement danser ensemble comme une espèce de parade amoureuse. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le tube chez Chéreau ici est utilisé comme la respiration au sein d'un spectacle. En fait, il n'en fait pas vraiment partie. Il sert d'entracte, de mi-temps. Progressivement, d'autres artistes ont décidé véritablement d'insérer le tube dans leur dramaturgie. Avec 2 artistes sur lesquels je vais m'arrêter. La première est espagnole, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Angélica Lidl. Depuis une dizaine d'années, elle propose de façon presque systématique dans chacun de ses spectacles une insertion d'une chanson très populaire que tout le monde connaît. Alors je vous fais une petite liste. Dans un spectacle de 2012, je crois que ça s'appelait Tout le ciel au-dessus de la terre, elle utilisait le tube de The Animals, The House of the Rising Sun, repris par Johnny Hallyday et Les Portes du Pénitencier. Dans le spectacle suivant, You Are My Destiny, elle prenait le tube de Paul Anka qui s'appelle You Are My Destiny. Dans un spectacle qui s'appelait The Scarlet Letter, elle utilisait, et de façon très étonnante, le tube d'Ozone. Voyez-vous, c'est, pardonnez mon accent, Dragostea Dintei, c'est le fameux Numa Numaye, vous voyez à peu près, les gens qui dansent sur un avion. Voilà. Et le point commun en fait de son utilisation du tube, c'est à chaque fois de générer un effet de contraste en montrant la rencontre d'un univers pop très fort, très marqué,
cette rencontre de cet univers avec la vision d'un spectacle qui est très souvent insoutenable. Je vous donne un exemple plus précis dans un des premiers spectacles qu'il a marqué, qui s'appelle La Maison de la Force. Elle faisait entendre, alors j'ai pas retrouvé la référence, dans mon souvenir c'était Taylor Swift, mais je crois que Taylor Swift était encore une enfant au moment de la création de ça, mais c'était du genre Taylor Swift. Elle faisait entendre cette chanson populaire américaine très engageante, qui faisait que le public l'accompagnait, était très motivé. Le spectacle durait 4 heures, donc on était aussi très très content d'entendre soudain une chanson pop. Sauf que sur la scène, que voyait-on? On voyait Angélica Lidl qui courait de façon pendant toute la durée du tube. Elle courait en rond sur la scène, en buvant des canettes de bière sans s'arrêter. Elle jetait les canettes partout et elle s'arrêtait tous les 3 ou 4 tours. Il y avait une infirmière sur le côté qui lui faisait une prise de sang pour se vider de son sang et elle repartait en courant. Donc on se retrouvait dans une position tout à fait désagréable d'être complètement emballé et d'avoir envie de la suivre dans cette débauche d'énergie et en même temps de se dire qu'on était en non-assistance à personne en danger qui était en train de se vider devant nous. Et il me semble que chez Lidl, il y a vraiment ce travail-là d'un usage du tube pour nous mettre dans une position tout à fait instable entre adhésion et rejet total du spectacle. Un autre artiste qui utilise le tube assez particulièrement, enfin, de façon originale, si on peut dire, c'est Vincent Macaigne, vous devez le connaître aussi. Et je m'arrêterai sur un spectacle de 2019 qui s'appelait Idiot, où il introduisait son spectacle avec le tube de Ricky e Poveri qui s'appelle Sarà perché ti amo. Le public était cueilli dès le début du spectacle et la chanson donnait l'impression que c'était comme une chanson de fond qui n'avait pas vraiment de rapport avec le spectacle. Floriane Toussaint, dans un article qu'elle a publié dans une revue en ligne qui s'appelle Taêtre, que je vous invite à aller voir, il y a vraiment un numéro sur le tube. Floriane Toussaint montre que l'usage de Ricky e Poveri crée un élément de surprise, de contraste avec l'attente du public, puisque le spectacle s'appelle Idiot, se veut une adaptation de Dostoïevski, et c'est vrai que quand on va voir ça, on ne s'attend pas à entendre de la pop italienne des années 80. Donc, un effet de surprise, mais aussi une stratégie d'immersion du public dans le spectacle, puisque le tube résonnait avant même l'entrée dans la salle. Le tube était diffusé dans le hall, voire à l'extérieur du théâtre. Au Théâtre de la Ville, vous aviez un acteur qui était avec un mégaphone, qui chantait et qui invitait les spectateurs à rentrer dans un volume assourdissant. On nous donnait d'ailleurs des boules qui est. Et l'acteur, qui s'appelle Rodolphe Poulain, invitait même le public, quand il rentrait dans la salle, à faire une farandole et à danser et à aller dans tous les lieux du théâtre, même les bureaux, le restaurant, pour que l'expérience se prolonge dans la salle ou dans une ambiance boîte de nuit. L'acteur encourageait le public à monter sur la scène, à se servir une bière, à danser, à crier, à se déshabiller. Enfin, voilà. Tout ça pour justement générer cette sensation que le théâtre doit être un lieu d'une forte expérience, un lieu de fête. Je reviendrai sur les petites impasses que peut poser une proposition comme celle de Macaigne, mais c'est pour vous montrer à quel point le tube est rentré chez lui comme un outil pour créer un seuil entre le public dans la ville et l'expérience théâtrale. Fin de l'histoire, du parcours historique, pour vous montrer que donc, derrière sa forme sucrée, le tube, c'est quand même un outil désormais dramaturgique assumé qui est utilisé au plateau comme le moyen de provoquer des émotions immédiates et collectives. Et il est d'autant plus puissant qu'il s'empare du public comme, je crois, peu d'autres éléments. Et donc c'est sur ce pouvoir et sur l'usage de ce pouvoir que je vous propose maintenant de discuter avec Eugénie. Donc pour ça, j'ai structuré un peu la discussion en 4 points.
je vais rentrer sur le premier, c'est sur le rapport scène-salle. Pour rappeler que le tube, quand il résonne, je vous en parlais, il suscite une réaction immédiate. Et c'est une énergie qui est contagieuse, qui crée une osmose entre la scène et la salle. Je reviens un instant simplement sur Macaigne, où finalement le spectacle commençait, le public était sur scène, avait l'impression de participer. Une des limites, c'est qu'au bout d'un moment, quand le spectacle a vraiment commencé, les acteurs très gentiment disaient en douce aux spectateurs de revenir dans la salle. Donc c'était quand même en fait un lieu de porosité qui était tout à fait encadré. Un autre exemple qui est à l'inverse, c'est si vous avez vu La Tendresse, le spectacle écrit par Kevin et puis Alice Zeniter, Julie Berès et j'ai oublié. Elisa Guez, merci. On a le processus inverse. Le spectacle commence avec l'irruption du tube en bande organisée, du collectif très organisé, et où là, vous aviez au contraire les comédiens qui n'invitaient pas le public à venir sur la scène, mais au contraire les comédiens qui eux-mêmes allaient dans la salle et qui transforment immédiatement l'espace théâtral en un lieu de partage dans un mouvement d'énergie commune. Et donc, Eugénie, toi aussi, tu utilises le tube. Et je voulais savoir, dans ta pratique, si tu as, comment tu as fait, comment tu utilises le tube pour créer cette énergie-là. Et aussi, peut-être, si tu as déjà vécu dans des représentations, une énergie telle que le public s'empare du tube et on ne peut plus le contrôler. Voilà. Comment on gère en fait ce moment de rencontre et d'énergie dans le public? Merci pour ta question. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous rencontrer, de passer ce moment ensemble malgré le froid. C'est très joyeux de pouvoir se parler et puis on aura un temps d'échange après. Moi, tout ce que je vais dire, c'est à l'aune en fait, de ce premier spectacle que j'ai fait aux côtés de Kevin Caiss, avec qui je fais donc ce deuxième opus qui s'appelle la bande originale de nos vies et qu'on aura le plaisir de jouer en 2026 ici même au Théâtre Dijon-Bourgogne. Et donc, je dis ça en préambule parce qu'effectivement, en tout cas, c'est le fruit de notre maïeutique, de notre réflexion, de ce qui nous obsède. Et c'est vrai que la musique, dans ce premier spectacle, comme dans celui à venir, a été matricielle, en fait. Donc voilà, ça c'était une première chose que je voulais dire. Et puis peut-être pour te répondre assez immédiatement, c'est vrai qu'il y a un endroit de tension d'un point de vue dramaturgique, en fait, quand on monte un spectacle avec des tubes, c'est quand est-ce qu'on arrête ? Quand est-ce qu'on frustre le spectateur et la spectatrice? C'est le vrai enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a la tentation un peu démagogique de vouloir laisser le tube s'exprimer parce qu'on sait que ça rend les spectatrices, les spectateurs justement portés, enthousiastes, etc. Mais dramaturgiquement, c'est quand même intéressant de vous frustrer. Dans le sens où c'est aussi comme ça qu'on garde l'attention. Et puis parce que quand même, l'attention est l'attention, sans mauvais jeu de mots. Et puis aussi parce que le spectacle, le pacte ensemble, c'est nous qui vous le proposons. Et peut-être il y aurait un délitement de l'action, du drame, de ce qui se joue au plateau si on laissait uniquement libre cours à, je dirais, la volubilité des spectatrices, des spectateurs qui viendraient au plateau. Par exemple, comme tu citais Vincent Macaigne, mais plus récemment, le dernier spectacle de Julien Gosselin, c'est carrément une espèce de teuf berlinoise où tout le monde vient. Je dois dire que je trouve qu'on touche vite à la limite peut-être dans ce genre de mise en scène. Ça peut être très intéressant, très fort, très beau, etc. Mais effectivement, comme le pacte, c'est quand même finalement de proposer un spectacle, il y a toujours un moment, je trouve, où il est difficile de ne pas éconduire un peu les spectatrices et les spectateurs, quoi. Donc, en tout cas, ça fait poser des questions. Et par exemple, pour ce deuxième spectacle à venir, je ne suis pas sûre qu'on aura envie de passer par cette étape-là.
Voilà, pour une première chose. Et aussi pour partager une expérience, effectivement, nous, dans donc, ce premier spectacle, La mécanique des émotions, on avait tout un prologue musical où on expliquait avec un acteur au plateau qui était au piano, on expliquait un peu finalement comment on construisait de l'émotion par la musique. C'était une façon de vous dire on n'est pas dupe. On va faire un spectacle qui, à bien des endroits, on cherche à vous toucher. La musique fait partie du dispositif. Nous ne sommes pas dupes, nous prenons la distance. Et en même temps, il y a ce côté extrêmement fédérateur parce que dans ce prologue-là, l'acteur au piano chantait et jouait de grands tubes très facilement reconnaissables par une majorité d'entre nous, quoi. Et c'est vrai que chaque fois, enfin souvent, quand il y avait 1, 2, 3, 4 tubes qui étaient amorcés, il y avait toujours un moment où il y avait des gens qui avaient envie de battre des mains, etc. Et là, c'est le rôle de l'acteur de faire le chef d'orchestre et de repartir dans la musique et d'accepter qu'à un moment, voilà, on continue le spectacle. Mais parce que, y compris, ça raconte autre chose. Si on laisse le spectacle, si on laisse l'interaction, avec les spectateurs et les spectatrices, peut-être après, ça devient une autre forme de théâtre. Mais bon, on pourra y revenir, pardon. Et pour rebondir justement sur cette première scène, est-ce que tu peux peut-être la décrire un peu plus précisément et notamment ce que tu souhaitais dire sur le tube, parce que pour amorcer, il me semble que ton travail est non seulement utilise le morceau de musique pour générer une énergie et créer un moment de dialogue avec le public, mais aussi pour produire un discours d'analyse même du pouvoir de ces tubes. Alors oui, tout à fait. Peut-être très précisément, ce qu'on expliquait, c'est que 80% de la variété, elle avait pour vocation à nous tirer des larmes. Et qu'elle était toujours fondée sur les mêmes accords, et qu'avec ces mêmes accords, on pouvait faire I Will Survive, comme Ma philosophie d'Amel Bent, comme Elton John, et qu'en fait tout ça reposait sur finalement les mêmes accords, et que c'était c'était une des vocations de ces chansons-là, c'était de produire de l'émotion et des larmes. Avec Kevin, on avait à cœur de raconter qu'on pouvait tout à la fois émouvoir les gens par des tubes fédérateurs qu'ils reconnaissent et en même temps avoir une réflexion, une distance sur ce qu'on est en train de produire. Et de dire, voilà, on n'est pas dupe une fois encore, on est conscient de ce qu'on est en train de vous proposer, on va jouer avec vos émotions. Et c'est pas pour autant que la magie ne va pas opérer. C'est pas parce que je vous montre comment on fait que la magie n'opère pas. Je vais vous donner un exemple parallèle. Dans les films de la Nouvelle Vague, on voit les décors de Cinecittà, et pour autant la magie et la poésie est entière. Et c'était le pari de Kevin et moi, de se dire on peut tout à fait à la fois aller directement taper dans l'émotion brute que constitue la musique, et en même temps avoir une proposition un peu réflexive et distancée. Voilà pour le premier élément peut-être. Pour poursuivre, dans ce spectacle-là, il y a un moment où, en fait, ce qu'on peut faire, c'est peut-être que tu racontes très rapidement ce dont parle la mécanique des émotions, pour qu'on puisse venir en fait à une scène particulière qui est l'espèce de fête où tout le monde chante et voilà. Oui, tout à fait. Oui, en fait, dans le spectacle raconte l'hospitalisation de mon personnage qui a eu en fait un AVC à la naissance de son premier enfant. Bon, en fait, là, je suis en train d'utiliser un espèce de passé comme si le personnage, c'était pas moi, c'est mon histoire. Soyons clairs, voilà, c'est mon histoire. Et avec Kevin, la question a été comment en faire un objet de fiction. Voilà. Et là-dedans, il y a du vrai, il y a du faux. Enfin, ça devient un objet pris en charge par l'auteur, par Kevin, qui est le dramaturge du spectacle. Et on avait justement à cœur de travailler sur les paradoxes, sur l'ambivalence de nos émotions. Et donc, on va avoir des scènes où il y a mon personnage qui se retrouve... elle est dans un espèce de huis clos à l'hôpital, dans un espèce de carrousel immobile dans sa chambre d'hôpital. Elle est très angoissée pour sa santé, pour sa survie, etc. Et dans le même temps, il y a ses amis qui viennent la voir et qui
fous d'inquiétude pour elles, viennent dans la chambre d'hôpital, etc., mais sont à un tel degré d'anxiété que finalement, c'est comme quand on rit aux enterrements, vous voyez, ils se retrouvent, et le soir, après avoir vu leur ami à l'hosto, et il va y avoir une scène monumentale de beuverie et de karaoké. Et nous, ça nous semblait intéressant de voir cet endroit de télescopage des émotions, et comment ça coexiste toujours chaque fois dans nos vies. Comment on peut tomber fou amoureux de quelqu'un à l'enterrement d'un proche, comment on peut avoir eu un amoureux à 14 ans et pas s'en être remis 36 ans plus tard. Enfin, comment nos émotions ne sont pas toutes calibrées et dans des petites cases. Et donc, on peut follement s'inquiéter pour son ami et dans le même temps, paradoxalement ou à cause de ça, avoir besoin de dégoupiller. Et donc, il y a une scène de karaoké qui utilise essentiellement de la variété italienne, et qui est l'occasion, voilà, de ce moment où ça dégoupille et où ça bifurque. Et dans les tubes qu'on a utilisés, on a utilisé de la variété italienne déjà par goût, et aussi parce que c'est quand même un choix politique. Alors, de toute façon, c'est peut-être une chose sur laquelle je voulais revenir. En fait, décider de prendre des tubes, de choisir des tubes, donc de la musique populaire, dans un cadre de théâtre institutionnel, que sais-je. Enfin, c'est aussi dire, c'est la culture populaire, ça a toute sa place dans le théâtre, ça a toute sa place dans notre spectacle, et on peut citer Bergson et mettre Abel Bent, et que tout ce petit monde cohabite dans un même spectacle, que tout ça, ça constitue la culture, et que c'est une façon pour nous de faire acte. Alors, moi, je disais avec 1000 pincettes, pas de militantisme, mais en tout cas, c'est un choix. Et qu'à chaque fois, la mise en scène, pour peu que ce que j'expérimente, c'est que ce sont avant tout des choix. Et donc, le tube en fait partie, quoi. Choisir de la variété italienne, internationale, c'est dire cette culture a toute sa place ici. Et c'est dire aussi, c'est forcément aussi choisir un morceau fédérateur, des morceaux fédérateurs dans lesquels on s'identifie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, même, c'est aussi un choix politique. On peut décider qu'on a besoin de faire dissonner le tube, qu'on a besoin de créer de l'étrangeté, de la distance. Il y a plein de façons de travailler, vous voyez, sur ce matériau-là, sur le tube musical. On peut aussi choisir, et on peut faire les deux d'ailleurs, qu'on a envie d'être aussi fédérateur, fédératrice dans nos choix. Et c'est sûr que parfois, il suffit qu'on dise un mot, genre ma préférence, et tout d'un coup, on entend la suite de la chanson. Vous voyez, et cette chose-là, c'est extrêmement précieux pour ce qu'on cherche à faire, nous, à la mise en scène, à la dramaturgie, à l'écriture, c'est-à-dire aussi de capter l'attention du spectateur, de la spectatrice. Justement, sur le choix des tubes, là, en fait, tu es en création, en travail de recherche pour le nouveau spectacle qui s'appelle La bande originale de nos vies. Donc, c'est là où vraiment il y a le tube est au centre du travail de création. Comme je le disais tout à l'heure, un tube, ça charrie une culture, ça charrie un public, ça charrie une ou plusieurs communautés, mais pour caricaturer, mettre Claude François dans une cité à Bondy, ça n'a pas du tout le même effet que de diffuser PNL. Et contrairement à l'université, si on parle de PNL comme d'un tube, comme d'un groupe qui crée des tubes, on va nous regarder avec un œil un peu interrogateur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des communautés qui parfois, justement, sont difficiles à relier, et en utilisant un tube, on va cibler, on va définir cette communauté. Comment, dans la création, se fait ce choix musical? T'en parlais un peu justement sur le choix de la pop italienne en tant que variété, mais voilà, est-ce qu'il y a par exemple dans la création des moments où vous avez choisi des morceaux et vous vous êtes dit non, là c'est pas possible, en fait ça ne parle qu'à nous, ou ça ne parle qu'à une frange de la population, ou au contraire là non, c'est pas assez identifiable, voilà. Alors, ce deuxième spectacle, là, la bande originale de nos vies, il est en création. Donc là, on va d'ailleurs retrouver l'équipe ce lundi. Et donc, tout ça est totalement en mouvement. Il n'y a aucune affirmation. C'est là où on en est. Voilà, je partage ça avec vous.
ce qui est sûr, c'est que du coup, il n'y a rien de plus. Peut-être c'est pareil avec l'humour. Je me dis, je réfléchis la chose tout haut avec vous, mais le tube, c'est totalement circonstancié. Ça dépend des époques. D'ailleurs, on voit la difficulté. Tu parlais du vaudeville. Moi, en ce moment, je joue dans un fédo. En fait, toutes les parties chantées ont délibérément été coupées par le metteur en scène parce que ça n'a pas survécu aux affres du temps. On se rend bien compte que du coup, ces vaudevilles qui devaient être des tubes absolus à l'époque n'ont pas du tout survécu en 2025. Donc ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose de totalement circonstancié et quelque part, paradoxalement, de pas du tout universel dans le tube. Ça, c'est la première chose. Et aussi, une fois encore, c'est artistiquement, politiquement, qu'est-ce qu'on décide de raconter? Nous, ce spectacle, il a pour point de départ de s'intéresser à nos Madeleines de Proust sonores et cinématographiques. De dire qu'en fait, il y a des musiques, il y a des films qui nous ont constitués et qui ont construit nos identités autant que là où on a grandi et qui était notre grand-mère. Qu'en fait, ça constitue un peu notre identité, notre patrimoine invisible, autant que nos identités biométriques, on pourrait dire. Pour autant, on vient de quelque part. Pour autant, on a été construite d'une certaine façon, et donc on ne peut pas du tout en faire fi et chercher à vouloir épouser uniquement quelque chose d'universel. On n'y arrivera pas. Et donc, pour te répondre, dans le travail, on a à cœur beaucoup d'essayer, par la distribution qui est multigénérationnelle, par les horizons différents d'où elles viennent, parce que c'est une distribution 100% féminine, par l'histoire de chacune, d'essayer de raconter quelque chose de la diversité de la France. Mais ça, c'est absolument un choix, en fait. Et c'est sûr qu'il va y avoir peut-être des musiques qui vont faire adhésion parce qu'il y a quelques tubes qui surnagent au fil des années, etc. Mais il y a aussi forcément des tubes ou des morceaux qui vont parler à telle ou telle, vous voyez, frange de la population. Après, on ne peut pas se dire qu'on va aller taper dans toutes les communautés, dans tous les âges. On ne pourra jamais être exhaustif, de toute façon. Ce n'est pas possible. Après, c'est intéressant pour nous aussi de le brancher à toute façon à leurs histoires, à leur vécu, et c'est ça qui fait parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, c'est plus intéressant qu'on vous raconte pourquoi ce tube vous émeut ou pourquoi on a adoré ce film, et finalement on vous en parle, et puis vous êtes déçus quand vous le voyez. Parce que ce qui était intéressant, c'était l'histoire, c'était le chemin qu'il y avait eu, quoi. Donc nous, ça c'est aussi un petit peu notre pari avec Kevin, quoi. Là, on parlait justement de la charge émotionnelle et de dynamisme qu'il y a derrière un tube. Il y a aussi un autre point dont je parlais tout à l'heure, et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, sur comment le travail scénique permet de transformer une chanson en un commentaire politique ou social. Comment on peut détourner un tube de son sens premier, le rendre ironique, critique. Je donne pour ça un exemple. Je reprends sur La Tendresse. Je vous parlais du fait que l'ouverture, c'est en bande organisée et où il y a les 8 personnages qui chantent face publique et qui semblent incarner à ce moment-là tous les codes de la masculinité la plus virile et qui peut être véhiculée par le rap et la culture populaire. Et puis, en fait, tout le spectacle vient retravailler ces codes-là et progressivement les nuancer jusqu'à ce qu'à la fin, on retrouve en fait ces mêmes corps dansant, mais dans d'autres costumes, dans d'autres postures, comme si en fait tous les stéréotypes véhiculés par cette chanson inaugurale avaient été détruits, décomposés, complexifiés par la scène. Et je voulais savoir si, justement, toi, tu as déjà utilisé ou tu songes à utiliser un tube pour le détourner de son sens premier. Oui, carrément. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un spectacle, on peut utiliser tout plein de façons différentes de travailler le tube. On peut le travailler pour son caractère fédérateur, mais aussi, justement, faire un pas de côté, travailler comment ça peut nous mettre à distance. Et puis,
Il y a aussi parfois des tubes que les gens détestent, d'ailleurs, où ça peut créer de la dissonance. Pour la bande originale de Nos vies, par exemple, des choses qu'a proposé Kevin et que je trouve très intéressantes, qui pourraient rester. On verra quand on viendra découvrir le spectacle la saison prochaine. Mais par exemple, c'est de pouvoir prendre un tube qui existe. Je vais vous donner un exemple. My Way, pardon, Claude François, excusez-moi, comme d'habitude, je ne sais pas pour... comme d'habitude de Claude François, tout le monde, plus ou moins tout le monde connaît ce tube. C'est pas pareil de le faire chanter par une des actrices en arabe et de commencer le spectacle et se dire ah, mais je connais cette chanson, mais oui, mais c'est comme d'habitude et c'est en arabe. Et donc ça encore, c'est un choix politique, peut-être aussi de faire entendre une grande figure de la culture populaire, Claude François. On peut difficilement faire plus français si on devait mettre des étiquettes caricaturales. Et en même temps, l'entendre en arabe, ça résonne autrement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi avoir des endroits de distance, quoi, à certains moments aussi. Et est-ce que tu as déjà expérimenté en fait, cette frontière qui me semble en fait, assez ténue entre justement ce discours critique qu'on peut porter sur un morceau de musique et tout ce qu'il charrie, et le fait de s'en moquer? Est-ce qu'il y a... parce que c'est très facile finalement d'avoir, si je puis m'exprimer comme ça, une posture snob par rapport à un tube. Il n'y a rien de plus facile que de se moquer d'un tube, parce qu'en fait, en disant simplement c'est pas mon goût, et comment on gère justement cette distance-là sur un plateau pour pas sombrer dans une forme de mépris? Alors bon, déjà c'est toujours une histoire de curseur, c'est jamais réglé. Enfin, je veux dire, jusqu'au jour de la première, je pense qu'on est à se questionner sur comment on va faire, comment on aborde ces tubes musicaux. Après, ce que tu me dis, ça me fait m'interroger sur pourquoi choisir telle ou telle musique. Quelle est ma responsabilité? Il y a ma responsabilité, par exemple, de dire, bah voilà, ma responsabilité, mon choix politique, de dire, voilà, je veux, par exemple, qu'il y ait de la variété dans ce spectacle. Mais il y a aussi quel tube je choisis, par qui ça a été chanté, par qui ça a été composé. Là, on touche évidemment à un enjeu extrêmement politique. On s'est rendu compte avec les actrices et avec Kevin, en commençant les répétitions, qu'en s'interrogeant sur nos Madeleines de Proust sonores et cinématographiques, les grands films qui nous ont marqués, les grandes chansons qui nous ont porté toute notre adolescence, forcément, il y a des chansons ou des films qui deviennent... déjà qui questionnent, quand on les revoit plus tard, c'est une chose, la sensation qu'elles ont créée en nous il y a 30, il y a 40, il y a 50 ans, c'est une chose nôtre de les revoir. Et puis, qui les a composés? Est-ce que ça modifie notre regard? Je ne suis pas là pour clore cette question-là, et on pourrait en parler extrêmement longuement. Je dis qu'avec les actrices et avec Kevin, effectivement, qui est-ce qu'on décide, quel tube on décide de représenter? Je vous donne un exemple, parce qu'on y a pensé en travaillant sur ce petit temps ensemble. Moi, toute mon enfance, j'ai écouté Michael Jackson. Toute mon enfance, j'ai essayé de faire le moonwalk en impressionnant mon voisin qui avait la fenêtre ouverte en face, et j'espérais faire « Who's Bad ?» et que tout le monde le voit. Ça, c'est vraiment ma Madeleine de Proust sonore. Et je continue à trouver que ces morceaux sont insensés. Mais est-ce que, avec Kevin, c'est ça qu'on va vouloir représenter en 2026 sur un plateau de théâtre? Ça ne veut pas dire qu'il faut... on n'est pas en train de dire « nous allons annuler Michael Jackson ». C'est-à-dire, qu'est-ce que je préfère voir aujourd'hui? Je vous donne un autre exemple. On s'intéresse à travers ces Madeleines de Proust sonores aussi à entrelacer les parcours de certaines grandes figures de la variété française, comme Dalida, Barbara. Peut-être pour nous, aujourd'hui, quand on a fait nos recherches et qu'on a travaillé avec les actrices, c'est plus intéressant d'entendre une interview de Barbara qui dit qu'elle a travaillé, qu'elle a repris les morceaux de Brel, de Brassens, et qu'un jour, elle a toujours refusé de se considérer, on ne disait pas autrice à l'époque, auteur-compositeur. Elle dira toujours qu'elle est une femme qui chante, mais elle a décidé d'écrire des chansons parce qu'elle avait envie que son amour soit raconté avec les mots d'une femme.
Ça, je trouve que ça a de la force et du sens, par exemple, sur un plateau aujourd'hui. Et peut-être plus aujourd'hui que Michael Jackson, c'est juste tellement un exemple. C'est-à-dire c'est à la fois un immense génie et qui a des casseroles tellement insensées. Est-ce que c'est lui qu'on a envie de mettre en avant? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus l'écouter. Mais est-ce qu'on décide artistiquement, politiquement, quand on crée un nouveau spectacle, que c'est cette personne-là qu'on a envie de mettre en regard, en réflexion, en visibilité, voilà. Donc ça, c'est un élément que je donne, et je dis pas que j'ai raison. Je veux dire dans le sens où c'est un point de vue c'est un point de vue depuis l'endroit de la pratique et de choix qu'on peut faire, et on peut tout à fait en débattre. Mais c'est un point de vue. En tout cas, c'est des questions qu'on est obligé de se poser. Et peut-être, pardon, je suis un petit peu long, mais c'est vrai que même dans notre processus créatif, et peut-être même dans le spectacle, je ne sais pas ce qu'il en surnagera, on a du débat par rapport à ça. Parce que avoir une actrice qui a 30 ans et une actrice qui en a 70, forcément, les références ne sont pas les mêmes, la construction n'est pas la même, y compris dans le rapport à cette chose si intime et qui semble pourtant de loin si peu politique, qui est la musique ou le cinéma. Et quand on a eu cette réflexion, ce débat avec Kevin et les actrices sur qu'est-ce qu'on peut encore écouter aujourd'hui, l'actrice la plus âgée qui a 70 ans, elle dit, mais répondait à la plus jeune, je suis d'accord, bien sûr que c'est impossible de Depardieu aujourd'hui, mais il m'a construite, je vais quand même pas me détruire. Et je trouve ça super intéressant pour nous. Ça peut même exister au plateau, cet endroit de tension, cet endroit de nuance, qui fait qu'on n'est pas uniquement dans des prises de position en 140 caractères. Enfin, vous voyez, cet endroit de maïeutique, cet endroit de réflexion, j'ai l'impression qu'il peut avoir sa place à un moment, sur un plateau en tout cas. Je voudrais qu'on aborde un dernier point qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, alors que je pense que c'est un des éléments les plus importants du tube. Je gardais ma dernière carte. C'est la nostalgie. En fait, le tube, on en parlait, hein, c'est la capacité de faire surgir un élément de notre mémoire, de notre passé. Et en fait, il y a deux éléments de nostalgie, je crois, dans un tube au théâtre. Le premier, c'est qu'il nous confronte au temps qui passe. Ça met en évidence, tu en parlais, tu reprenais, je crois que c'est, je ne sais plus, c'est Deleuze non, c'est sur l'irréversibilité du temps qui passe. Ouais, Jean Kelevitch. Par exemple, chez Joël Pomera, les chansons sont très souvent utilisées pour souligner la transformation des personnages, leur évolution, leur éloignement de ce qu'ils étaient, et ça repose sur un paradoxe de mettre un tube sur une scène et dans une fiction, c'est le tube ne vieillit pas, il reste figé, tandis que ceux qui l'ont écouté, eux, ont changé. Et il y a cette confrontation en fait entre la permanence du tube et le changement des corps de ceux qui l'ont écouté. La deuxième élément de nostalgie, c'est au sein même du spectacle. Le tube, en fonction de son insertion dans le spectacle, peut générer la nostalgie du spectacle qui va se terminer. C'est-à-dire qu'on peut aussi parfois utiliser le tube comme un lieu de passage pour nous faire sortir progressivement du spectacle, pour nous apprendre à quitter la salle, ce lieu où on était bien. Et donc ça renvoie à donc, ces deux éléments de nostalgie, notre changement, notre vieillesse et ce temps qu'on a perdu, et aussi le fait que l'instant qu'on est en train de vivre va irrémédiablement disparaître. Et je voulais savoir comment cette nostalgie façonne ton écriture, ta pratique, votre écriture, ta pratique de comédienne, de metteur en scène, de metteuse en scène. Voilà. Bien, je pense que c'est quelque chose qu'on partage, le rapport à... Enfin, pas se remettre du temps qui passe et de la brièveté de l'existence. Je pense que c'est quelque chose que je partage avec Kevin Kais, mais pas seulement. J'imagine que c'est des choses qui peuvent parler à beaucoup de gens. Et c'est vrai que dans l'écriture, c'est quelque chose qui nous obsède pour ce deuxième spectacle. En fait, là où se situe peut-être la nostalgie, c'est vrai que dans le tube, et dans le tube qu'on reconnaît,
travailler sur ces Madeleines de Proust, là, sonores dont on se parle, il y a quelque chose de fort qui est l'abolition du temps, l'abolition de l'espace, abolition de toutes les frontières. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement immatériel dans le son, et tout d'un coup, on a 14 ans, c'est la première fois qu'on nous brise le cœur, et on entend Ti amo, et on est immédiatement là-dedans. Je donne n'importe quel exemple où je sais pas, on a 25 ans, et on entend telle musique, et on se rappelle nos premiers voyages, notre premier emménagement, on a tous des musiques qui nous branchent à des endroits extrêmement précis dans le temps, dans cette frise chronologique dans laquelle nous ne sommes plus. Et quelque part, ce spectacle, à la bande originale de nos vies, il a envie de suspendre le temps, de faire un coup d'état au temps et de reconvoquer nos fantômes, notre grand-mère qui nous fredonnait cette berceuse qu'on n'entendra plus jamais. Qui sait si ce n'est moi qui peut prendre les mots, qui peut chanter ce que mes ancêtres ne pourront plus. En fait, il y a vraiment l'idée de convoquer nos fantômes aussi, et c'est peut-être avec ça qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la nostalgie. Et puis, la nostalgie, c'est ce que j'avais dit à Clément pour préparer le travail, c'est voilà, cette citation de Jean Kelevitch, mais qui m'obsède, qui est un philosophe qui était complètement obsédé par la question du temps. Il décrit la nostalgie comme la conscience de l'irrémédiabilité du temps qui passe. Et je trouve ça tellement, tellement fort. Et c'est sûr que on n'écoute pas la musique, comment dire, on n'écoute pas la musique de façon neutre, ça c'est sûr. Elle renvoie toujours à des personnes. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait que, je sais plus, on a fait plein de recherches. En fait, une musique, elle n'est jamais neutre dans le sens où on a toujours quelqu'un qui nous a fait part de cette musique, qui nous relie à cette musique. Elle est toujours liée à un être humain. Donc ça, c'est un truc que je trouve intéressant. Et puis aussi, donc, la nostalgie, elle se travaille très concrètement aussi avec les supports que nous utilisons. Nous, on se pose des questions, par exemple, dans la mise en scène, dans l'écriture avec Kevin. C'est pas la même chose de faire sortir le son d'un phonographe, d'une platine vinyle, d'un téléphone, en fait, d'un agra, vous voyez, ou d'un radiocassette. Enfin, bon, moi, je suis d'une génération où j'avais des cassettes, quoi. Donc, on faisait tourner le petit. Peut-être certaines d'entre vous ont eu la même chose. On faisait tourner la cassette avec le crayon pour pouvoir rembobiner la cassette. On retournait la cassette. Il y avait tout un artisanat de la cassette. Voilà. Donc, et c'est sûr que les supports, et ça on est très attentif à ça avec la créatrice sonore du spectacle qui est aussi au plateau, au piano, etc. C'est très concrètement, on se pose des questions très pratiques comme ça. Et puis aussi, même dans l'écriture, Kevin il travaille aussi, là il a commencé à écrire quelque chose sur les premiers enregistrements du son. Il faut imaginer qu'on a retrouvé, enfin Kevin en parlera mieux, mais le premier enregistrement de Au clair de la lune, vous pouvez écouter ça sur YouTube, c'est fou, folie. En fait, on a l'impression qu'il y a un fantôme du passé qui nous parle, quoi. C'est-à-dire, c'est un monsieur c'est le premier à avoir, il est parisien, hein, tu me détrompes pas, hein, Kevin. Il est parisien, il était dans le 11e arrondissement, enfin, je veux dire, tout ça extrêmement, il était dans sa petite boutique, enfin, et c'est le premier à avoir enregistré la voix. Bon, c'est un monde, quoi. C'est un monde quand même. Bon voilà, et donc la nostalgie, où est-ce qu'on place le curseur de la nostalgie où est-ce que commence mon histoire et mon rapport à la musique, à mes ancêtres, aux hommes préhistoriques, à mes grands-parents, à moi, à mes petits-enfants, vous voyez ce que je veux dire, enfin, ça pose, c'est un vortex de questionnement, quoi, finalement. Voilà. Pardon, j'ouvre au lieu de refermer. Voilà. Non, c'est le moment de refermer notre petite lucarne, mais au moment à la fin, je pense qu'on voit comment justement cet objet si sucré, si anodin que le tube, en fait, sur un plateau de théâtre, peut mener jusqu'aux larmes, jusqu'à la conscience du temps perdu et de la brièveté de nos vies. Et je pense que justement, on peut garder ça, justement, le fait que ce petit objet sur un plateau prend des dimensions si importantes et devient, je crois, un élément capital, essentiel dans la création théâtrale contemporaine, en tout cas.
Il est arrivé le temps de discuter avec vous, d'ouvrir aux questions, voilà, aux remarques, aux interrogations que vous pouvez avoir, qu'on échange sur ce point-là. Il y a un micro qui va passer. Il faut on est obligé de parler dans le micro parce que c'est enregistré. Bonjour. Vous m'entendez? Ouais, bon. Merci beaucoup, déjà c'était vraiment super intéressant. Moi j'avais une question sur l'origine du mot tube, d'où ça vient, pourquoi on appelle ça tube. Moi j'ai toujours entendu dire que le tube ça venait un peu d'une connotation péjorative qui était de dire qu'un tube c'est creux, donc que le tube de l'été par exemple c'est quelque chose de vide et du coup. Donc déjà d'où ça vient, et dans un autre temps, est-ce que du coup la mission entre guillemets du théâtre contemporain n'est pas aussi de légitimer la place du tube et de déconstruire un peu cette espèce de vision péjorative qu'on a du tube? Alors, c'est une très bonne question et je ne saurais pas répondre effectivement sur l'origine du mot. Je pense que vous avez raison sur cette idée de creux. Je pense qu'il y a peut-être aussi sur l'idée de la vitesse en fait, du tube, quelque chose qui passe dans un tube et qui peut traverser des espaces extrêmement rapidement, comme la diffusion en fait, d'un tel morceau. Après, sur la question de la légitimité, je pense que c'est tout à fait intéressant et il y a peut-être 2 points. Tout dépend de quel tube on parle. C'est-à-dire que utiliser par exemple Claude François sur une scène aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a pas besoin de légitimer, ou par exemple Dalida maintenant, d'une certaine manière, elle est légitimée. Donc utiliser un tube comme Mourir sur scène, comme a pu le faire, si je me souviens bien, c'est Joël Pomera qui a utilisé Mourir sur scène dans Contes et légendes. Là, il n'est pas question de légitimer, il est question au contraire de faire avec cette culture qui est déjà implantée. En revanche, ce qui est intéressant et ce qui est beaucoup plus rare, c'est quand on utilise un tube récent. Et donc moi, je parlais en bande organisée parce que c'est quelque chose qui est très frappant quand on entend quelque chose d'aussi proche de nous. Je ne sais pas, je pourrais parler que de la réception parce que je peux pas me mettre à la place de ceux qui ont créé, mais je pense qu'en termes de réception, il y a effectivement quelque chose lors de la légitimation, de voir d'un seul coup cette frange de la culture populaire arriver sur un plateau qui en général célèbre, ou en tout cas on a l'impression qu'il célèbre un autre type de culture. Mais je ne sais pas s'il s'agit tant de légitimer ce tube-là que de faire venir sur le plateau ceux qui écoutent ce tube. En fait, je pense que c'est ce petit décalage. Parce que, en fait, le tube est un prétexte pour rendre visible une partie de la population qui n'a souvent pas forcément autant droit de citer sur les plateaux que ça. Je ne sais pas si ça répond. Ça répond, ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci beaucoup, c'était super, super intéressant, la bande originale de Nos Vies. Moi, j'avais envie de vous poser une question par rapport à cette envie de faire venir le tube sur scène. C'est que aujourd'hui, on est très très nombreux à passer de plus en plus d'heures de nos vies avec un casque sur la tête. Et on ouvre le robinet. Alors, j'ai en effet connu l'artisanat de la cassette. Et aujourd'hui, je me dis, mais comment je faisais sans Shazam et sans YouTube? Mais on a vraiment un robinet à musique. Et on a tous notre casque sur la tête. Et il m'est en effet arrivé en ayant gardé en tête une phrase d'un chorégraphe qui disait « Tout est danse ». De passer dans la rue avec un joli morceau que j'adore et de regarder simplement une voiture s'arrêter ou même un parking et de trouver que c'était super chorégraphique.
Et du coup, je voulais savoir si cette envie, elle était vraiment... Est-ce que vous sentez aussi que c'est ultra contemporain, en fait, que c'est ultra lié aux technologies dans lesquelles on vit? Et la deuxième question, et dernière que j'avais, c'est dans la définition que vous avez donnée. Il y a le truc d'être diffusé massivement. Et après, vous, Eugénie, vous avez parlé de... qu'il y a une musique qui se raccroche à un fantôme et à un instant très précis. Et du coup, je me dis, pour qu'un tube soit un tube, il suffit qu'on ait notre propre tube. Vous savez, le morceau qu'on découvre et qu'on se passe toute la journée en boucle. Merci pour votre question, c'est extrêmement intéressant. Oui, vous avez raison, peut-être que je dois encore le préciser. C'est sûr que le changement des usages de comment on écoute la musique, c'est capital. Et qu'il ne s'agit pas de faire un spectacle dans de la naphtaline qui viendrait juste convoquer les fantômes du passé. Ça raconte aussi, on souhaiterait que ça raconte aussi ce qui nous anime aujourd'hui, les musiques qui nous font maintenant, comment ça nous a fait et comment ça nous construit aujourd'hui. Et donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a vraiment un enjeu là-dessus et aussi sur la massification des tubes. C'est-à-dire que effectivement, on ne va pas pouvoir... en fait, le robinet, il est disponible, c'est tout de suite, maintenant. Aucune exhaustivité n'est possible, quoi. Par contre, d'une façon ou d'une autre, ce support-là, le casque, c'est des choses que je trouve intéressantes pour nous, quoi. Je vous donne un exemple parce qu'on en avait parlé avec Kevin, ça nous amusait. Je pense à ça par rapport au casque, mais c'est sur la frustration. On se disait que ça nous amusait qu'il puisse, un exemple, je ne sais pas si ce sera dans le spectacle, mais qu'on puisse avoir une actrice qui raconte un morceau qu'elle trouve absolument incroyable, extraordinaire. Elle pourrait être assez désert sur le sujet, vraiment en parler avec force et conviction. On s'attend à attendre le morceau. Elle l'écoute au casque. Et ensuite, elle propose à ses camarades au plateau de l'écouter au casque. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire, en fait, déjà, c'est travailler sur la frustration du spectateur. Je trouve que c'est toujours intéressant par rapport à ce qu'on s'est dit en début de discussion. Et puis aussi, sur ce que ça raconte aussi de notre monde aussi, un peu, quoi. C'est-à-dire nous qui sommes aussi très vite dans cette bulle-là, ce que vous décrivez sur la chorégraphie des voitures, je vois parfaitement ce que vous voulez dire. On a la même chose avec la musique. Parfois, on met, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on met la musique dans le casque et puis tout d'un coup, on a l'impression d'être invincible, d'avoir des semelles de vent dans la ville et qu'il ne peut rien nous arriver. Enfin, je veux dire, et ça, c'est la musique qui crée ça. Et ce genre d'ambiance, en fait, ce genre d'éphémère-là, sensitif, précis finalement, j'aimerais bien, avec Kevin, on aimerait bien pouvoir le convoquer à des moments dans le spectacle. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent parler à tout le monde et qu'on a expérimenté, quoi. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Et bien sûr que chacun a son tube en plus. Enfin, chacun a son morceau qu'il a écouté 43 fois et puis quelqu'un d'autre l'entend. Moi, d'ailleurs, j'ai eu une expérience malheureuse. J'ai voulu, l'été dernier, je parlais du sujet à une amie très chère. Et donc, je lui dis, oh là là, moi, ma Madeleine, je commence à citer un chanteur russe qui s'appelle Vysotsky et que j'adore, et qui chantait en russe, en français, qui s'est marié avec une Française, une actrice française, et franco-russe, bref, on s'en fiche. Et moi, donc, je fais écouter ce morceau pour moi, mais c'est vraiment les larmes et puis toute la slavitude de la vie qui sort. Et mon amie, elle était là, ah, mais c'est affreux, c'est horrible. Enfin voilà. Et je me suis dit, ah oui, donc là, on a un vrai sujet pour le spectacle. On a un vrai sujet. Et ben, peut-être aussi par rapport à la pratique de créer un spectacle, peut-être il ne s'agit pas de résoudre cette question. Peut-être ça va coexister dans le spectacle. Vous voyez, c'est pas à dire ah ben c'est bon, on a trouvé tous les tubes qu'il nous fallait et qui pourraient correspondre à toutes les générations et à tout le monde. Pour rebondir, ça me fait penser à un spectacle, qui intègre en fait cet usage contemporain du casque. C'est un spectacle italien de la compagnie De Florian où il y avait une actrice qui sur scène mettait un casque. Donc elle était italienne et elle écoutait un tube et elle s'est mise à le chanter
Alors, ce qui était intéressant pour un public français, c'est que c'est un tube en Italie. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Città vuota de Mina. C'est pas forcément l'élément le plus connu, la chanson la plus connue d'Italie. Mais on n'avait pas accès. En fait, on avait accès indirectement à cette chanson et on avait accès finalement à l'émotion de l'actrice qui chantait plutôt mal, mais qui mettait toute l'émotion qui était véhiculée par cette chanson dont on n'avait pas l'accès. Et ça, c'est un des usages qui est peut-être intéressant aujourd'hui aussi, de jouer sur cette médiation sur la scène. On ne peut pas toujours faire entendre, on est dans nos bulles, mais quand on est dans nos bulles, qu'est-ce qui ressort ? C'est quand nous, on fredonne dans la rue, qu'on chante très très mal, ou d'un seul coup qu'on crie parce qu'on a oublié que le son était trop fort. Enfin, voilà. Et l'autre chose sur ce que vous disiez, sur ce paradoxe, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un tube doit être massivement diffusé pour qu'il soit suffisamment partagé. Et dans le même temps, il est tellement diffusé qu'il se crée ce phénomène presque magique que chacun, dans son petit coin, produit un souvenir particulier sur cette chanson, qui pourtant est toute partagée. Donc, moi, je vous parlais de Beyoncé. Je pense que les souvenirs que j'ai de Beyoncé sont absolument pas les mêmes que les vôtres. Et pourtant, si je dis « Oh, the single ladies », à peu près, on va tous avoir qui au mariage, qui dans sa douche, qui dans la rue. Et pourtant, on a un souvenir vraiment précieux, rien qu'à soi, qui est peut-être pas partageable. Et donc, il y a cette tension qui est tout à fait intéressante, je crois, qui rejoint les problématiques de la scène entre l'intime, la diffusion de l'intime, et le fait de parler à une collectivité. Et peut-être, je rebondis aussi une dernière petite chose, ça me fait penser à ça, votre question. C'est non seulement, donc il y a ces supports-là, le casque omniprésent partout, etc. Et il y a aussi l'omniprésence aujourd'hui du son dans l'espace public et des différents supports sonores. J'avais lu un article super intéressant où ils expliquaient que maintenant, les enceintes, on est passé de 1 enceinte par foyer à 10 enceintes par foyer. Donc, ça change en termes de volume, ce à quoi on a accès. Et puis, vous le savez toutes, tous, vous avez vu comme on ne peut pas être dans un endroit on ne peut pas aller au Franprix sans entendre Miley Cyrus, quoi. Donc, je veux dire, et donc, du coup, les tubes, par exemple, moi, j'ai vraiment des morceaux, pour moi, qui sont identifiés à des endroits presque une non-zone. Je ne les ai entendus qu'au Franprix. Ils n'ont aucune histoire. Non, mais vous voyez, ils n'ont aucune histoire. Ils ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent pas du tout. Et je trouve ça aussi intéressant que ça ne nous intéresse pas du tout. Vous voyez ? Parce qu'il y a vraiment des morceaux qui ne passent pas notre génération, qui ne passent pas là où on est, là où on a grandi. Enfin, voilà. Bref, cette saturation de la musique dans l'espace sonore, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Il y a tout un marketing sonore, de toute façon, aujourd'hui. Enfin, je pourrais en parler des heures, mais même... tout est fait, même les notifications, voilà, la bande originale de Novi, on s'est posé plein de questions aussi avec Kevin. Donc, où est-ce qu'elle commence dans le temps ? Est-ce qu'elle commence aux hommes préhistoriques, à mes grands-parents, à moi ? Et puis, notre rapport à la bande originale de Novi dans l'espace. Est-ce que la bande originale de ma vie, c'est uniquement de la musique ? Est-ce que c'est mes notifications que je n'ai pas coupées et que j'entends quotidiennement quand il y a mon téléphone à côté ? Est-ce que c'est le clic du mascara qui a été pensé pour faire exactement ce bruit-là, pour qu'on ait envie de l'ouvrir ? Ça, j'ai découvert qu'il y avait un marketing sonore de ça. C'est quand même fascinant. Ou du bruit de la chips. Enfin, je caricature, mais c'est pour vous dire, ça peut aller très très loin, quoi. Il y a le capitalisme de l'attention, mais il y a aussi un capitalisme sonore qui est très puissant, en fait, qui est tout à fait pensé. En tout cas. Alors, il faut parler dans le micro. C'est plus pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire que pour vraiment poser une question, mais sur cette accélération, il y a vraiment quelque chose aussi maintenant dans les réseaux sociaux, les séries, qui réinventent les tubes et qui l'approprient à une nouvelle génération. Et je pense par exemple à la série Stranger Things qui a repris le Quai de Bouche, où vraiment c'était Évidemment quelque chose d'une génération et ça a explosé les charts d'un coup par cette série, où il y a eu une espèce de réécriture de ce tube à l'aune d'un univers science-fi de jeunes. Et il y a plein de choses comme ça, de musique qui vont tourner sur des trends de réseau, où d'un coup, un artiste qui a été oublié depuis des années va se retrouver avec un nombre de vues sur Spotify qui va exploser juste parce que le capitalisme de ces applis a fait que c'est arrivé, ou sur Stranger Things, que la série a réinventé un tube. Quai de Bouche, je ne sais pas si c'était un tube quand il est sorti. Oui, quand même.
Voyons. Mais moi j'aimais bien, mais j'ai eu l'impression qu'avant qu'il ressorte, en tout cas, il y a eu un. Pour moi, c'est un tube qui a existé, mais qui n'est pas resté tube. Je sais pas. C'est ça que je veux dire. Quand je dis que c'est pas un tube, c'est que. Il a eu sa période de purgatoire. Voilà. Pour moi, ça a fait une vague. Je ne veux pas dire qu'il n'a jamais été, mais il y a eu un creux et c'est remonté. Ça a été une redécouverte et les jeunes qui l'ont découvert justement avaient l'impression que c'était nouveau, quoi. Enfin, qu'ils l'ont réinventé à leur génération aussi, quoi. Et c'est vraiment le meilleur exemple possible, celui de Kate Bush, parce qu'effectivement, elle a eu son heure de gloire et que là, je crois que c'est le milliard de vues de son clip, de cette chanson qui a été écrite il y a 45 ans. Enfin, c'est fascinant, effectivement. Et d'ailleurs, juste, pardon, dans le genre, il y a aussi les radio-crochets. Télécrochets. Jadis. Alors, non, il y a les shows comme The Voice, etc., qui, par exemple, peuvent repopulariser des tubes. Là, je vois que Aznavour a le vent en poupe. Alors que tout le monde, plein d'adolescents connaissent désormais, alors que bon, a priori, c'est pas forcément de leur génération, parce que ça a été repris par tel artiste à tel moment dans ce show télé que peut-être vous connaissez, là, The Voice. Enfin, c'est impressionnant, effectivement. Il peut y avoir plusieurs vies au tube, quoi, c'est sûr. Et pour rebondir en fait sur la spécificité de la scène, il me semble, alors c'est vraiment une hypothèse, donc je lance ça, mais justement, contrairement à une plateforme de streaming ou aux réseaux sociaux, c'est que la scène a un rapport au temps qui n'est pas compressible. On ne peut pas en fait appuyer pour passer le générique. On ne peut pas passer à l'épisode suivant. C'est pas des formes courtes. C'est un dispositif qui demande en fait de se plonger dans. J'ai des grands mots, mais dans l'épaisseur du temps. Et donc faire venir un petit morceau de musique en général de 3 minutes 30 sur ce plateau et construire à partir de ça demande en fait de faire comme une espèce de carotte, comme on fait des carottes glaciaires, de se plonger dans toute l'histoire qu'il y a derrière. Et tout l'intérêt, c'est justement peut-être de confronter ces deux temps, le temps de l'immédiateté et de la rapidité de la production musicale, de la production culturelle contemporaine, et de la mettre sur un espace qui résiste depuis toujours en fait à cette vitesse. Et il y a, je n'ai pas justement de souvenirs de spectacles qui jouent sur la vitesse, parce que je pense que en fait, ça ne marche pas en fait d'enchaîner. Alors on peut enchaîner les scènes, bien sûr, on peut garder une attention, mais il y a un besoin en fait, on peut pas comprimer. Tout ce qu'on peut faire, c'est comme le fait Eugénie dans ses spectacles, c'est de couper, en fait. C'est de couper, de suspendre, mais on ne peut pas réduire un morceau de 3 minutes 30 en 30 secondes pour garder l'essence, quoi. Ça me fait, pardon, je me permets de rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que le rapport au temps pour le tube, c'est tellement capital. C'est vrai que ça peut créer aussi de l'étrangeté de mettre le morceau dans son intégralité. C'est des exemples qui existaient au cinéma. Si certaines d'entre vous ont eu le plaisir de voir La Maman et la putain de Jean Eustache, il y a quand même ce passage complètement iconique où ils sont tous les trois, donc Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont et Françoise Lebrun, et ils écoutent un morceau ensemble. Ils posent le disque sur la platine et pendant 3 minutes 30, à l'image, on les voit écouter. Bon, moi je trouve ça complètement bouleversant, mais je veux dire, c'est une expérience. Maintenant, je veux dire, c'est une véritable expérience artistique de voir ça quand on voit que tout est monté, coupé, cuté pour toutes les vidéos sur les réseaux. Enfin, je veux dire, ça devient quelque chose de l'ordre de la performance, premièrement. Et j'ai le souvenir aussi d'un spectacle qui m'a complètement retourné. Alors, le metteur en scène, il est hongrois, il s'appelle Mondruszko. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a fait un spectacle au Festival d'Avignon. J'étais enceinte et c'était sur la mort d'un enfant pendant la grossesse. C'était très agréable. Et donc, le dispositif était anxiogène au possible. Et je vous décris ça parce que les 45 premières minutes du spectacle, on voit cette femme qui est en train de... Sa grossesse n'est pas en train de bien se passer, etc. C'est extrêmement saccadé, c'est filmé beaucoup. Enfin, c'est un spectacle très, 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 très fort. Et la deuxième partie, ça est introduite par Felicita,
jouer en entier après ce moment complètement survolté. Et puis bon, Felicita, il y a presque une ironie absolument terrible, quoi. Et en tout cas, c'est pour vous donner des exemples de grande étrangeté que peut provoquer effectivement aujourd'hui le rapport à la durée de l'entièreté du tube sur un plateau, au cinéma et sur un plateau. Et ça, c'est quelque chose qu'on va forcément interroger, en tout cas dans notre travail pour ce deuxième spectacle, c'est sûr. J'en profite pour rappeler, de faire l'écho de Floriane Toussaint, dont je vous parlais dans la revue Taêtre, qui pointait un phénomène propre à la création théâtrale française et peut-être européenne, c'est le poids de la pop italienne sur les scènes. Et on peut se poser plein de questions, mais finalement, elle est assez fréquente, beaucoup plus fréquente qu'elle ne l'est, je crois, sur nos radios ou dans notre espace, mais sur la scène, la pop italienne revient très souvent. Est-ce que c'est une histoire de génération des années 80 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle pointait ça et je trouve intéressant. Je laisse comme ça au vent. Pour Eugénie, est-ce que dans tes créations, tu utilises les morceaux, les tubes français d'une manière différente que des tubes internationaux dont peut-être on ne comprend plus la langue ? À quel point tu utilises le texte français qu'on peut comprendre et peut-être sur les chansons internationales, juste la mélodie, la musique Alors, c'est pas, justement, c'est un vrai enjeu. C'est pas quelque chose qu'on peut trancher comme ça. Mais oui, c'est pas la même chose de comprendre les paroles, on est bien d'accord. Ce qui est sûr, c'est que on sera obligé d'en faire un sujet dans le travail, c'est-à-dire l'endroit d'émotion, l'endroit historique, l'endroit politique, il n'est pas le même si on parle la langue, quoi. Dans le genre, je vous partage une anecdote parce que j'ai trouvé ça fou. J'ai appris très récemment, il y avait une chanson quand j'étais adolescente, genre de reggaeton, enfin quelque chose vraiment qui faisait danser tout le monde sur les dance floors, on pourrait dire. Et vraiment, c'est toute mon adolescence à danser, on écoutait ça, c'est sûr, et puis c'était très connu. Et le morceau s'appelle Murder, She Wrote. Et en fait, cette chanson, j'ai découvert, donc pas trop tard, à 40 ans, que c'est une chanson anti-avortement. Et en fait, je me suis dit, folie. C'est-à-dire que j'ai dansé pendant des années en toute impunité sur une chanson de Rastafari qui jugeait la question de l'avortement des femmes, quoi. Bon, il est évident que je ne vais plus jamais danser là-dessus, tant pis. Mais effectivement, ça pose forcément question, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est... Vous pointez quelque chose qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à force de répéter un morceau, on finit par oublier ce qu'il raconte et on peut en venir à dire les paroles en n'ayant aucune idée de ce qu'il en est. Et ça a effectivement cette force d'oubli qui est tout à fait intéressante aussi. Alors moi, j'ai pas de question, j'ai plus une remarque sur la pop italienne. Et sur, à mon avis, peut-être, je parle italien et je suis allé souvent en Italie. Et une de mes meilleures amies italiennes me dit « Tu écoutes de la merde, Agnès. » Parce que j'aime les cazzate, elle dit, les trucs commerciaux, pourris, les tubes. Je dis « Mais j'aime bien. » Je dis « C'est pas grave parce que c'est en italien. » Donc, je le dis à personne, mais j'écoute des trucs... C'est des tubes commerciaux. Et j'avais juste une remarque et une question aussi sur les tubes honteux, parce que ça me faisait penser à ça. Le truc de... Bon, je le dis à personne, mais en fait, moi, j'avais un papa très politisé. Donc, Sardou, c'était interdit. Claude François, c'était interdit. Salut les copains, c'était interdit. Podium, c'était interdit. C'était dur, la vie. Non. Merci. Et il y a des trucs que j'aime. Merci pour votre remarque et votre question, parce que ce que vous pointez, c'est vrai que c'est une vraie question aussi qu'on se pose avec Kevin, c'est le caractère cathartique de la honte de certains tubes. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup apaisé d'assumer que j'aimais aussi la variété à un âge un peu avancé, parce que par exemple, souvent quand on est adolescent, c'est pas toujours évident de se dire mais en fait, j'adore, je sais pas quel auteur, compositeur.
Et effectivement, il y a quelque chose de cathartique de pouvoir se dire mais bien sûr, je vais chanter à tue-tête Véronique Sanson, c'est super, même si elle est de droite. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'affranchir un petit peu, justement, dans ce caractère un peu les madeleines honteuses, quoi. On peut s'affranchir aussi du temps, de l'espace, de la politique, et c'est ça aussi qui crée l'énergie du plateau. Bon, après, s'il n'y a que des chansons avec des gens où on ne s'y retrouve pas du tout, ça finit par peut-être poser problème. Mais... Oui, c'est ça. À moins qu'il y ait une dernière question et que ça vous empêche de dormir, de ne pas la poser. Parce que je ne voudrais pas vous empêcher... Ah oui. Ah, ben voilà. Il y a toujours une personne. C'était plutôt une remarque, en fait, c'est par rapport à cette notion de nostalgie. Et toujours de ce que vous avez dit, Eugénie, que ça nous relie à un truc super précis qu'on a vécu et à un instant super précis avec des proches, que ça nous relie. Moi, la cuisine, c'est pareil, en fait. Chaque recette évoque un proche. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que nos disparus, on n'a souvent que des photos de nos disparus et qu'on a rarement la voix. Et il y a un truc hyper troublant, peut-être certains d'entre nous ont déjà fait cette expérience, c'est de tomber sur l'enregistrement de notre grand-mère, notre père, notre mère. Bien sûr, ouais. Et c'est comme si elle était là tout de suite, comme si la personne était bien vivante, en fait. Et je me demande si cette force nostalgique du tube, elle n'est pas, et ce que vous décriviez très bien, de faire surgir d'un coup une scène qu'on a vécue, eh ben, elle ne vient pas un peu en substitution de tous ces enregistrements des voix de nos êtres aimés qu'on a oublié de faire. Tout à fait. Ouais, je souris parce qu'effectivement, ça croise plein de réflexions qu'on a avec Kevin pour ce deuxième spectacle. Et là, lundi, on les retrouve, les actrices, et parmi les devoirs qu'elles ont eus, c'était d'enregistrer un proche sur le rapport à sa bande originale. Et donc, bien sûr, ça a un pouvoir d'évocation qui file des frissons, bien sûr. On est d'accord. Et du coup, comment on en use ou pas? Parce que c'est vrai que là, le curseur émotionnel, il est tout de suite très haut, très fort. Donc, attention à la complaisance, à la démagogie. Enfin, ça pose plein de questions aussi, à l'endroit de la mise en scène, de la dramaturgie, de l'écriture. Ça nous interroge aussi là-dessus, quoi. Merci beaucoup à Clément et à Eugénie. Merci à vous.